Nous vous le disions en ouverture de ce programme. Selon certaines indiscrétions, le président Clotaire Oligui Nguema du Gabon viendrait au Cameroun dans les toutes prochaines heures. En attendant la confirmation de cette information par les voies les plus autorisées, notamment le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Ce matin, nous essayons un tout petit peu de poser le problème sur la table pour analyser et voir quels sont les enjeux d'une telle rencontre au sommet entre le président gabonais et son homologue du Cameroun, son excellence Paul Biya. Professeur Mathias Eric Owonangini, sur ce plateau, il y a pratiquement un mois et demi, nous posions déjà une question sur la venue du président Oligui Nguema du Gabon. Nous voulions comprendre si le président camerounais, son excellence Paul Biya, boudait Oligui Nguema dans la mesure où le même Oligui Nguema avait été reçu pratiquement par tous les chefs d'État de la sous-région. Selon certaines indiscrétions, Oligui Nguema est en train d'arriver au Cameroun. Quelle peut être l'importance d'une telle visite et vu le contexte? Merci de me donner la parole. Le président de la transition en République gabonaise, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait annoncer qu'il viendrait en République du Cameroun le 6 décembre 2023. Tout à fait. S'il fait annoncer cette venue, ça veut dire qu'il a obtenu un accord préalable des autorités camerounaises pour effectuer une telle visite. Il ne peut pas annoncer une visite en République du Cameroun s'il n'a pas obtenu au préalable cet accord. Tout à fait. Deuxième chose, le président de la transition en République gabonaise est dans un dirigeant qui est arrivé par un processus putschiste à la tête d'un pays. Mais ça va difficilement changer tant qu'il contrôle le pouvoir, le fait qu'il gouverne ce pays. Et à un moment ou un autre, que cela vous plaise ou pas, vous devez en tenir compte. Par ailleurs, la République du Cameroun, depuis un certain nombre d'années, après une période de foi relatif avec la République gabonaise, est entrée dans un cycle d'apaisement. Et dans cet apaisement, il y a un certain nombre de liens qui ont été réchauffés avec la République gabonaise et qui seront aussi l'objet des discussions. Parce qu'on vous donnera le programme officiel. Tout à fait. Le programme officiel vous montrera quelle est exactement la position du Cameroun. Ce n'est pas une position d'hostilité catégorique, c'est une position de prudence, mais de prudence réaliste. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'évolution en République gabonaise. Et ça, il y a un certain nombre de transactions et de négociations qui auront lieu dans le temps présent. On ne peut pas en parler, mais c'est établi qu'il y aura ces discussions entre le président de la République du Gabonaise et le président de la République du Cameroun et le président de la transition gabonaise. Merci Mathias Eric Owonangini pour ce premier regard en début de ce programme. On passe la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, compte tenu de la position stratégique qu'occupe le Cameroun au niveau de la sous-région et compte tenu de l'expérience du président de la République. Putschistes, quoi de plus pour dire à d'autres putschistes camerounais tapis dans l'ombre potentiel que si vous faites un putsch, il y aura déjà pour vous légitimer. Vous êtes sûr qu'il y a des putschistes tapis dans l'ombre au Cameroun? Il n'y a pas de putschistes tapis dans l'ombre. Pourquoi le ministre René Sadi s'offusquait de quelle menace? Il se plaignait de quoi? Il a pris la parole pour commencer à s'en prendre aux médias. C'est pas fait ici, journaliste qui fait les putschs. Pas du tout. C'est les opposants qui parlent dans les plateaux de télévision qui font les putschs. Les putschs sont faits par des militaires du régime. Et lorsque Oligui Nguema a fait un putsch, dans les conditions où ce putsch s'est passé, venant après le putsch du Niger, qui lui-même venait après celui du Burkina et du Mali,
La peur qui a gagné certains établissements, c'était que partout où les conditions de ces putsch sont réunies, il peut se produire un putsch. Et les conditions du putsch gabonais sont réunies au Cameroun. Les conditions du putsch nigérien sont réunies au Cameroun. Le Gabon n'est pas le Cameroun. Oui, est-ce que le Burkina est le Mali? Mais pourtant, il y a eu putsch au Mali, et puis après, il y a eu putsch au Burkina, et puis après, il y a eu putsch au Niger, puis après, il y a eu putsch au Gabon. Il peut aussi avoir putsch au Cameroun. Et j'avais répondu à l'époque. Hein, pour l'instant, je suis anti-putsch au Cameroun. Je suis anti-putsch. Et j'avais dit, et je ne sais pas si c'est votre plateau ou ailleurs, que s'il y a un putsch au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas René Sadi et les autres gens du régime qui vont s'opposer à ce putsch. Ils vont simplement rallier le putsch. Comme ils ont rallié le putsch au Gabon. Vous ne parlez pas en leur nom. Hein? S'il y a putsch au Cameroun, c'est nous qui allons nous opposer. Merci. C'est nous qui allons décrier le putsch. C'est nous qui pouvons descendre dans la rue pour contrer les militaires, prendre des balles, avoir les morts dans nos rangs. Ce n'est pas les gens du régime. Donc la venue du général Oligui ici n'a rien de nouveau ni de spécial. Très bien. Il s'agit d'une fraternité entre des gens qui ont une profonde culture antidémocratique. C'est des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui estiment qu'ils doivent être là. Et quand on ne veut pas quitter le pouvoir, on est potentiellement quelqu'un qui ne respecte pas les principes démocratiques. Pourquoi ne pas recevoir Oligui, qui lui-même n'est pas un démocrate? Parce qu'un démocrate ne fait pas de putsch. Un démocrate va aux élections et il gagne les élections. Je vous rappelle je vous rappelle que pour le cas du Cameroun, le président Paul Biya n'a jamais été putschiste. Oui. Il a accédé au pouvoir par les mécanismes d'ordre constitutionnel. Et il a régulièrement gagné les élections au Cameroun. Je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, je suis de ceux qui disent, pas pourquoi vous dites qu'il ne veut pas laisser le pouvoir. Je suis de ceux qui disent. C'est vous qui êtes passé le temps à élire le président Paul Biya. Je suis de ceux qui disent que ce n'est pas la fraude électorale qui a permis au président Biya de durer au pouvoir. C'est la faiblesse de l'opposition. Pour autant, c'est quelqu'un qui a manipulé la Constitution comme on l'a manipulé au Tchad, comme on l'a manipulé partout ailleurs. Est-ce que les constitutions sont statiques? Les constitutions doivent être respectées. Est-ce que les constitutions sont statiques? Elles doivent être respectées. C'est écrit même dans la Constitution. Merci à Bénédicte. Ils s'engagent pas à la changer, mais à la protéger et à la respecter. En 2008, il ne l'a pas fait. C'est d'ailleurs pourquoi je tiens rigueur à M. Kamto, qui l'a aidé à piétiner la Constitution en 2008 en changeant les dispositions de l'article 6.2 qui prévoyait une limitation des mandats. Donc nous sommes là dans des manifestations. Kamto par moment a été ami au président Paul Biya. Oui, bien sûr, non seulement il a été son ministre, mais il était à Bafoussam, à la réunion au palais, comment la maison du parti, avec les Nyat et tout ça, pour signer la motion de soutien à la révision de la Constitution. C'était en mars 2008. C'est compris. Donc, hein? Ceci a fait de lui un grand responsable de l'immobilisme qui prétend combattre aujourd'hui. Quand je reviens donc, pour terminer à ce que nous sommes en train de dire, terminons rapidement. Nous avons affaire à des gens dont la caractéristique première est que ils ne sont pas des modèles d'acteurs politiques démocratiques. Qu'ils se reçoivent entre eux, qu'ils s'invitent entre eux, qu'ils légitiment les coups d'État que les uns et les autres font, n'a rien de nouveau. Et M. Biya, le président Biya, en recevant Oligui, non seulement il ne pouvait pas faire autrement, parce que lui-même n'est pas un modèle de président démocratique, même s'il a été élu plusieurs fois, mais il est dans un processus que nous connaissons et qui nous est habituel. Quand vous faites un putsch, vous allez chez des voisins, ils vous reçoivent. Et vous l'avez dit suffisamment et on vous a compris. Hein. Cela m'amène à recevoir le dernier invité sur ce plateau qui nous vient justement du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous l'avons annoncé, il est bel et bien là. Justin Noir, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous vos téléspectateurs, bonjour aux panélistes. Je souligne que vous êtes secrétaire général adjoint du MRC. Correct. Je voudrais m'excuser auprès de vos téléspectateurs pour le retard. Vous savez que nous sommes en pleine préparation de la troisième convention de notre parti politique qui va se dérouler au Palais des Congrès.
les 9 et 10 décembre prochains. Donc, vous pouvez imaginer ce que nous avons comme travail, étant donné que c'est la dernière ligne droite. J'ai tenu à être là. Pour cette fois-ci, ça fait pas mal de temps qu'on m'invite quelque part. Je n'arrive pas à venir. Parce qu'en même temps, on faisait le renouvellement des organes de base du parti. Je suis rentré lundi de l'extrême nord. Voilà. Justement, nous parlons de la prochaine visite d'Oligui Nguema en terre camerounaise. À votre avis, quelle est l'analyse que nous pouvons poser que peut revêtir une telle visite au Cameroun? Oui, je voudrais d'abord m'offusquer contre les accusations fallacieuses de mon compatriote Abel Lobé. Je pense que nous sommes sur un plateau sérieux. Lorsque l'on porte des accusations aussi graves, il faudrait que l'on soit en mesure de les prouver. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Et d'ailleurs, la première fois, nous lui avons mis au défi de produire la moindre justification de ce que Maurice Kamto avait signé une pétition appelant à la réforme de la Constitution en 2008. Pire encore, qu'il a aidé le président Paul Biya à cette réforme constitutionnelle. Mais ça veut dire qu'il ne sait absolument pas comment ça fonctionne. Il n'a jamais été associé de près ni de loin à la réforme constitutionnelle de 2008. Voilà la vérité que vous êtes en train de rétablir. Il était à l'époque au ministère. Si les uns les autres ne le savent pas, il avait des missions particulières là-bas. Et il ne pouvait absolument rien faire pour empêcher cette réforme constitutionnelle. Il faut que cela soit su et connu par les Camerounais. Donc je tenais à rétablir cette vérité et que M. Lobé arrête ce mensonge qu'il comporte de plateau en plateau. Parce que c'est pas une menace, mais qu'il sache qu'il pourrait répondre de ces déclarations. Parce que désormais, nous le disons clairement, quand vous accusez, c'est pas des menaces, quand vous accusez, il faut pouvoir prouver. Voilà. Cela dit, je reviens sur votre préoccupation. Très bien. La visite du président intérimaire du Gabon. Oui. Vous savez, moi, ce qui se passe jamais dans notre continent nous offusque et nous amuse en plus. Parce que quand vous parlez de lui, je revois l'image lors du sommet en Russie, où certains chefs d'État, notamment de l'Afrique centrale, ne voulaient pas prendre des photos avec leurs homologues du Burkina Faso, du Mali. Cela a été amusant, très amusant d'ailleurs, et ça démontrait même la fourberie de ces chefs d'État-là, parce qu'ils sont eux-mêmes arrivés aux affaires par les armes. Je parle notamment de Sassou Nguesso. Il est arrivé au pouvoir par les armes. Et qui s'offusque, qui dit non, je ne peux pas prendre une photo avec un putschiste. Mais ça arrive. C'est la charité qui se moque mais c'est terrible ça. Donc, Oligui, il a fait un coup d'État. Ça, c'est clair. Et les Gabonais ont validé. Il ne revient pas de les juger. Ils savent dans quelles conditions ils vivent. Maintenant, il fait le tour pas seulement de l'Afrique centrale, il va partout, il peut aller à la fois, comme le dit le professeur, pour recevoir une certaine légitimation. Et vous savez qu'au Cameroun, c'est la puissance sous-régionale. Si vous êtes le président camerounais et que vous n'êtes pas reçu au Cameroun, c'est comme si vous aurez le sein des saints ne voulait pas de vous. Donc il s'est battu parce qu'évidemment il y avait des réticences de la part du chef d'État camerounais à le recevoir, mais pas forcément pour les raisons qu'on veut avancer. Et le putsch, c'est ça, en recevant un putschiste qui aura putsch au Cameroun, moi je ne crois pas ça. Ça c'est des décisions qu'il ne faut pas faire, qui sont même risibles à la limite. Non, mais pour être sérieux, il avait besoin de rencontrer le président Paul Biya, notamment parce que lorsqu'on voit déjà sa démarche, il est clair qu'il n'a plus l'attitude d'un putschiste qui pense pouvoir céder le pouvoir après la transition. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Oui, c'est ça démarche tout de suite. Et vous avez vu, il y a le coach
je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, le code de la transition. Tout le monde, c'est bien dit que les ministres ne peuvent pas être candidats à la présidence, mais dans son cas, c'est flou, c'est ambigu. Donc, cette ambiguïté-là, il pourrait l'exploiter. Et la manière dont il est en train de faire les choses au Gabon nous laisse croire que c'est possible qu'il se maintienne au pouvoir. Et quand il vient voir le président Paul Biya, c'est pour prendre des leçons, pour savoir comment est-ce que l'on fait. Pour pouvoir se maintenir. Exactement. Comment est-ce que l'on fait pour se maintenir au pouvoir. Le président Paul Biya est devenu un expert. Non, c'est un expert. Pour se maintenir au pouvoir. Oui, c'est en cela qu'on l'appelle le sage. C'est en cela qu'on l'appelle le sage. Il est devenu l'expert de techniques de maintien au pouvoir par la force, par la ruse. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a été régulièrement élu. Non, il n'a jamais été régulièrement élu. Citez-moi une seule fois où il a été régulièrement élu. C'est toujours pas la force. Qu'est-ce qu'on appelle être régulièrement élu? Est-ce que cela ne... Vous l'avez vu? Monsieur non. Oui. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'une élection a été annoncée, a été organisée, elle s'est tenue, les résultats ont été promulgués, validés par le Conseil constitutionnel. Et maintenant, le président a été installé. C'est pas ça la régularité? Non, c'est loin de là. Ah, d'accord. C'est très loin de là. Voyez-vous, vous parlez du Conseil constitutionnel. Qui a nommé ce Conseil constitutionnel? À l'époque, je vous rappelais que les membres du Conseil constitutionnel devaient être nommés pour 9 ans, une fois pour 9 ans. Ça leur garantissait une certaine indépendance. Mais on a dit non, si on les laisse avec l'indépendance, ils feront ce qu'ils veulent. Là, le pouvoir s'est senti en danger. On a révisé pour qu'on puisse les tenir. Quand vous faites ça, c'est pas démocratique. C'est de ça qu'il s'agit. Les règles du jeu, tout le monde le sait, ne sont pas démocratiques. Il n'y a pas d'élection vraiment, purement, à proprement parler, transparente, paisible dans notre pays. Et c'est ça le sens de notre combat. Et voilà encore quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, l'on constate que M. Paul Biya, à chaque fois, piétine la Constitution, il fait d'une exception la règle. Dans notre Constitution, il est clair que l'élection municipale doit se passer après 5 ans. Mais lui, il dit, après 5 ans, il faut proroger le mandat des députés. La Constitution, en l'état lui donne ses prérogatives. C'est une exception, je dis bien. C'est une exception, c'est pas la règle. La règle, c'est élection après 5 ans. Donc, c'est pourquoi nous avons appelé à la vigilance des Camerounais pour leur dire qu'il faut être très vigilant pour que le président de la République ne fasse pas la forfaiture de trop qui consiste à ne pas respecter le calendrier électoral connu de tous en 2025. C'est compris, Justin Noir. Nous passons la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, Oligui Nguema du Gabon, recherche-t-il absolument la validation de son pouvoir en terre camerounaise auprès du sage africain, son Excellence Paul Biya? Auprès du président Paul Biya. Bien évidemment, le président Paul Biya est le plus grand de tous les potentats de l'Afrique centrale. Si vous vous intéressez au gouvernement par la négligence et à perpétuité, l'Afrique centrale constitue un vaste laboratoire. Et donc, tous les apprentis potentats peuvent également s'inspirer de leur maître. Venir prendre des cours. Bien évidemment. Oligui Nguema donne déjà des signaux clairs qu'il ne sera pas un président que de transition. Du point de vue de sa statut de président militaire putiste, vous observerez l'ambivalence qu'il a dans son vestimentaire. Observez que le président tchadien ne s'est jamais présenté en tenue civile. En général, ceux qui veulent qu'on les reconnaisse toujours comme militaires restent en treillis. L'exemple du président burkinabé, Traoré. Bien sûr. Oligui Nguema, il joue entre le costume et la tenue militaire. Et à un moment donné, comme nos mémoires oublient vite, on va même oublier que Oligui Nguema est un militaire putiste. Il va commencer à s'habiller. Là, il aime les costumes. Le cas de Sassou Nguesso, par exemple. Ils sont nombreux. Bon, Sassou Nguesso, lui, n'est pas militaire à la base, mais il est putiste. Le premier président, le deuxième président gabonais, le père d'Ali Bongo, était un militaire putiste. Oui, c'était oui. Donc, ils ont l'habitude. Oligui Nguema, je peux le dire comme ça, la veste lui va bien. Donc, il vient s'habituer et finalement, il sera le président du Gabon et ce, pour très longtemps. Il veut s'assurer... Surtout qu'il est encore solide. C'est un militaire, il a bonne santé, à ce qui paraît. Et donc, il aura un long règne.
de la famille Bongo. Parce qu'il paraît qu'au Gabon, sans leur faire injure, tout le monde est de la famille Bongo en fait. Parce que presque même Oligui Nguema est d'une manière ou d'une autre de la famille Bongo. Peut-être par alliance. Non, il est de la famille Bongo. Donc tout le monde est de la famille Bongo. En fait, tout ce qui dirige sont de la famille Bongo. Il sera donc là. Mais moi, la gêne se trouve au niveau de l'establishment camerounais. Comment les ministres de Biya vont accueillir Oligui Nguema? Est-ce que Oligui Nguema serait un treillis militaire? Parce que nous disons que nous sommes un pays démocratique. Notre chef d'État a dit son horreur pour les coups d'État. Le ministre Sadi le rappelait, Elimbi Lobe ici, nous a fustigé. Est-ce que Sadi, par exemple, et les autres feront allégeance à Oligui Nguema comme chef d'État en treillis militaire? D'une part. D'autre part, comment les hautes sphères de l'armée, les officiers généraux et les officiers supérieurs au Cameroun vont se comporter vis-à-vis d'Oligui Nguema? Parce que vous savez, cette question n'est pas une question anodine, elle n'est pas une question simple. Lorsque vous avez affaire à un militaire qui devient chef d'État et qui aborde la tenue militaire, au moment des civilités, au moment du protocole, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Est-ce que ce que vous craignez ne va pas se produire? Est-ce qu'en faisant la revue des troupes camerounaises, quelques officiers généraux ne vont pas se dire que nous ressemblons peu ou prou à ce monsieur? Bon, vraiment, ça, ce sont vos analyses. Hein. Non, nous ne sommes pas dans la tête des officiers généraux. Ne défendez pas les officiers généraux, c'est des humains. Si vous voyez votre semblable dans une posture que vous pouvez admirer, il est normal, vous ne contrôlez pas vos pensées, qu'une pensée vous traverse. Si vous voyez un journaliste devenir chef d'État, vous parfait ici grand journaliste, vous pouvez aussi avoir l'idée que moi, parfait ici grand journaliste, j'aurais pu être à la place de ce journaliste devenu chef d'État. Merci Pierre Blériot par ces interrogations des pensées des uns et des autres. Non, ne vous sentez pas bousculé par ça. C'est pas vous n'êtes pas responsable de cela. C'est globalement ce qu'il fallait dire ce matin concernant la prochaine visite du président de transition au Gabon, Clotaire Oligui Nguema. Ah, il y a le professeur Mathias Eric Onangeni qui veut absolument peut-être préciser une ou deux choses. Oui, professeur. Oui. La question du statut du président de transition en République gabonaise s'est souvent posée et avec des symboles liés à sa mise vestimentaire. Dans la manière dont le cadrage protocolaire sera fait, il y a des éléments qui sont déjà visibles, mais il faut laisser le soin à l'État du Cameroun d'annoncer. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous pensez donc que c'est une question qui n'est pas anodine? Ce n'est pas une question anodine, mais le Cameroun a réglé politiquement son protocole. Le protocole au Cameroun est-il possible que le protocole a une grande signification. Est-il possible que le protocole du Cameroun, pour cette visite-là, fasse comprendre au président Oligui Nguema qu'il faut venir par exemple en costume, on ne veut pas les tenir militaires. Et si vous l'avez dit, en fait, si le professeur recteur refuse de vous le dire, il veut vous dire clairement que Oligui Nguema ne pourra pas venir ici en tenue. C'était la condition. On va vous donner simplement le programme. Oui. Vous allez comprendre quelle est la position de la République du Cameroun. Quand vous aurez le programme qui viendra confirmer, parce que pour l'instant, c'est l'autorité de transition en République gabonaise qui a annoncé. Tout à fait. La République du Cameroun n'a pas encore officiellement annoncé quelque chose là-dessus. Mais je ne vois pas l'autorité de transition gabonaise annoncer quelque chose qui ne va pas se tenir, parce que ça se retournerait contre elle. Donc ça veut dire que probablement, on est arrivé à un accord. Mais l'accord ne signifie pas, comme je l'ai entendu, qu'il y ait approbation de ce que le général Oligui a fait. La politique, je vous ai dit, c'est l'échange entre les normes, les règles du jeu, les situations et les rapports de force. Donc on peut tout à fait désapprouver une autorité qui est arrivée au pouvoir par un putsch, mais
avoir et comprendre la nécessité de la recevoir pour discuter d'un certain nombre de questions. Voilà pourquoi je vous ai parlé de négociations et de transactions, mais je ne peux pas rentrer dans le contenu.